t'as tout plaqué, t'as pas le choix. Parce que eux, ils disent, prends ton temps, mais ils savent pas que t'as dit à ta mère, t'as 1 an. T'es sérieux là? Je te jure. Mais j'étais déjà convaincu que j'étais marrant. Parce que moi aussi, j'ai eu ce truc là avec le fait de parler de rap. Je me disais, j'ai envie de dire que je suis gay pour qu'on me laisse tranquille. Et là, ça a ouvert un arc incroyable dans ton humour. Ouais. Je faisais Bordeaux-Paris pour jouer devant 4 personnes. Donc ça, c'est vraiment la preuve que ça t'est pas tombé dessus. Peut-être que si un jour je veux créer des émotions chez mon père, peut-être qu'il faut que je fasse des blagues, tu vois. Et en fait, j'ai compris que le stand-up, et je pense que la vie tout court, c'est d'essayer d'être soi-même. Ouais. Et le jour où tu comprends ça, c'est là où c'est un match. Bien le bonjour, mon cher Nordine Ganzo. Bah bonjour, Nefa. Nifa. Ça aussi. J'ai résisté pendant. Tu mets DE parce que tu veux faire genre t'es une américaine Non. Bon, déjà, c'est pas moi qui m'ai donné ce nom, ça vient d'un rap. Nifa. Je m'appelle Hanifa. J'ai vu. Et le truc, c'est que j'hésite. La version, c'est soit c'est mon oncle, soit c'est Hologramlo, l'associé d'Alpha One, qui m'a rebaptisé comme ça, je sais jamais. Mais il y a un rappeur qui s'appelle Nif Buck. Ok. Et du coup, je m'appelle Anifa, et donc c'est parti en Nifa. Et voilà. Ok, et du coup, magnifique, ça te va bien. Mais sinon, en fait, les deux te vont. Les deux. Mais je pense qu'en famille, ils t'appellent pas Nifa. Personne m'appelle Nifa. En famille, tu t'appelles Hanifa. Et ma mère m'appelle Nini. Voilà. Tu vois, les mamans, elles aiment trop nous faire passer pour des comme enfants. Jamais. Même à 40 ans. Je viens de dire une dinguerie, ça se trouve là, à partir d'aujourd'hui, ça va m'appeler comme ça, là. C'est fou là-bas, là, ils vont m'appeler comme ça dès qu'ils vont vouloir m'embêter. Mais ouais, je suis trop contente de t'avoir. Ce qui me hype, c'est ce que je me suis dit en préparant l'émission, c'est ce que je fais toujours. Qu'est-ce que j'ai envie de savoir, genre un premier? En vrai, j'ai quand même envie de savoir comment ça se passait à Bordeaux. Et quel gosse t'étais à Bordeaux. Parce que genre, aujourd'hui, tu t'incarnes quand même le gars et qui drip. Paris. Genre là, t'es Paname. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Mais la vérité, c'est que t'es un kid de Bordeaux, tu vois. C'est fou parce que ça s'est construit sur les années, mais au fur et à mesure où j'avançais, les gens oubliaient que j'étais de Bordeaux. Ouais. Parce que j'ai construit un truc, une image de mec un peu dans la sape, un peu hype, qui fait les soirées et tout. Du coup, les gens oublient que je suis un bolos de Bordeaux, moi, en vrai, de base. Je suis un mec du 33 et Bordeaux, c'est ma ville préférée. Et quand je dois me reposer, je vais chez mes parents, je vais pas ailleurs. Parce que c'est pour moi la ville qui me permet de toujours remettre les pieds sur terre. Tu vois, on dit souvent la province. Il y a vraiment la province. Pour le coup, il y a Paris et il y a le reste. Parce que Paris, c'est une autre ville. Pour moi, ça devrait même pas être dans la France, Paris. Quand tu arrives à Paris et que tu viens de Bordeaux, t'es un peu naïf surtout. Tu crois que tout le monde est gentil, tu crois que tout le monde est là pour t'aider. Tu crois que tout est pas cher. Parce que t'es habitué à prendre un coca à 50 centimes à Lidl. Ouais. Ici, même le Lidl, il est cher. De ouf. Tu vois? Donc, du coup, t'apprends des codes et surtout, t'apprends que la vie, c'est tellement autre chose que ce que t'as l'habitude de faire. Ouais. Genre, tu vois, moi, à Bordeaux, j'allais faire du foot, manger avec des potes. C'était mes activités. Et c'était ta best life? Et c'était ma best life. Ouais. Sauf qu'en fait, c'est pas ça la vie. Tu vois, la vie, c'est de faire tellement d'autres choses. Aller voir des spectacles, aller voir des concerts, aller dans des restos cool. Tu t'ennuyais? Je m'ennuyais pas parce que j'étais avec des potes, on avait les mêmes délires, on faisait tout le temps ça et on était ensemble, donc on perdait notre temps perdu ensemble. Mais à Paris, quand t'es tout seul, bah t'as moins ce truc d'aller voir des potes et faire des activités nazes et du coup tu t'obliges à faire les trucs que tu ferais pas à Bordeaux, mais que en fait tu prends du plaisir de ouf. Et surtout en province, j'aime pas dire ce mot encore une fois, mais à Bordeaux il y avait ce truc où je sais que dès que je sortais un petit peu des codes, les gens comprenaient pas. Ouais. Tu vois, quand j'ai commencé à faire du stand-up, les gens comprenaient pas. Ça n'existait pas à Bordeaux il y a 10 ans. Il y avait pas de comedy club. Il y avait pas de comédie. Il y en avait un. C'est là où j'ai démarré. Ça s'appelait le Gavé Style. Il y avait que ça. Et c'était un bar. En plus, c'était un bar où ils faisaient des soirées d'humour. Donc, c'était même pas un comedy club. C'était vraiment le vendredi à 21h jusqu'à 22. T'avais des mecs qui faisaient des blagues. Okay. Et le reste du temps, c'était un bar où les gens venaient boire du vin, manger des tapas, tu vois. C'est-à-dire que le fait d'avoir juste démarré ce truc-là, là-bas, c'est une dinguerie. Et après, commencer à essayer d'avoir du flow, commencer à essayer d'aller dans des trucs de concerts, des trucs. Okay. C'était un truc, pour les gens, c'était pas possible. Toi, t'avais envie d'avoir ce lifestyle déjà quand t'étais à Bordeaux? Moi, déjà, à Bordeaux, je voulais commencer, parce que moi, j'ai commencé à monter à Paris très tôt. Ça veut dire que à 18 ans, j'ai eu mon bac et déjà, j'étais intéressé par le stand-up, le Jamel Comedy Club, tout ça. Donc, de moi-même, je prenais déjà des trains, je montais tout seul, j'allais chez ma tante qui habitait à Nation, je dormais chez elle. Des fois, même quand elle était pas là, je restais à Paris. Je dormais pas, j'allais en boîte tout seul. Je me posais dans des bars. Il y avait un gars à moi qui s'appelle Drosy, qui est DJ, qui me mettait à sa cabine. Je me mettais à côté de lui jusqu'à ce que le premier train. Et après, je rentrais chez moi parce que je voulais rester dans le in. Tu voulais le goût de ça. Je me disais même 4 heures à Paris, c'est une journée à Bordeaux. Parce qu'en 4 heures, il se passe trop de choses. Ouais. Je trouve ça cool qu'on commence par ça, mais je voulais aussi savoir, toi, au niveau de l'école, au niveau des camarades. Parce que je trouve que dans ton spectacle, on y reviendra forcément, mais j'ai pensé tout de suite à quel genre de gamin tu devais être. Genre, je te sens déjà différent. Parce que là, t'es en train de dire, ouais,
déjà, tu veux essayer de faire du stand-up, c'est bizarre, ou tu veux essayer de t'habiller comme ça, c'est bizarre. Comment ça s'est passé en Ordine jeune Bah, moi, déjà, il faut savoir un truc, c'est que mes parents, ils sont séparés quand j'avais 10 ans. Ça veut dire que très vite, j'étais dans un truc où il y avait comme une cassure, tu vois. Ouais. Et j'ai été au collège un peu l'enfant qui faisait tout pour se faire remarquer. J'avais un peu d'embonpoint, tu vois, j'étais un peu rond. Ouais. Ça veut dire que les filles, elles s'intéressaient pas à moi, à part si je les faisais rire. Ok. Et c'était le seul moyen pour moi d'exister. Donc, je me faisais remarquer, je faisais toujours le clown. J'allais jusqu'à me faire virer de classe juste Ouais. pour qu'on capte que j'existe. Mais que les filles ou tu voulais te faire remarquer de tout le monde? C'était tout le monde. En vrai, c'était tout le monde. Après, à un moment donné, tu captes que les Ouais. filles, les filles, c'est bien. Mmh. Ça veut dire, ça veut dire que tu comprends ça différemment. Mais pendant une très longue période de mon enfance et de mon collège-lycée, j'ai été le gars qui avait pas confiance en lui, qui avait besoin d'exister, donc Ouais. il faisait des trucs juste pour qu'on le remarque pas. T'étais dans un milieu plutôt cosmopolite, c'était métissé ou c'était très blanc? Parce que Bordeaux, pour moi, Bordeaux, c'est Alain Juppé, c'est blanc. Ouais, c'est très blanc. En fait, ce qui est fou, c'est que moi, j'ai grandi dans une cité, Ok. mais j'étais jamais là-dedans, à part au tout début, tu vois, quand je faisais des foot et tout. Ouais. Mais toute ma scolarité, j'étais avec que des blancs. J'étais dans un lycée un peu coté en plus. Ouais. J'étais au collège privé. Après, j'ai été viré parce que je comprenais pas le concept de payer pour aller à l'école. Et je voulais pas que ma mère, elle dépense trop d'argent. Du coup, j'ai fait en sorte de me faire virer. Mais ça veut dire que là, tu me donnes une information clé, c'est dire qu'on est sur on avait des ambitions sur toi. Oui, de ouf. Ma mère, elle Ouais. sait que dès le début, ma mère, c'est comme un devin. C'est fou parce que aujourd'hui, on dit ça dans cette interview, mais il y a 15 ans, elle me disait déjà, mon fils sera une star. Ouais. Je dis pas que je suis une star, hein, Oui, oui. mais elle me disait déjà, mon fils, il fera quelque chose de différent. Yanis m'a dit la même chose. Tu vois, ma En mère, elle a mode, toujours cru. Elle savait pas quoi précisément, Non, elle mais savait. un truc exposé qui fait C'est que fou. t'étais exposé. Comme si, quand elle m'a fait, elle savait que moi, j'aurais pas le même destin qu'un enfant normal. Ouais. Que ce soit dans la médecine ou dans le foot, elle savait que j'allais faire un truc que les gens de ma famille ne feraient pas. Ok. Et donc, ça, c'est un truc qui m'a quelque part fait comprendre que ma mère, elle me suivrait à un moment donné si je fais un projet. Sauf que dès le début, moi, elle était comme toutes les mères, elle veut que ton fils ait des diplômes. En plus, c'est la mentalité africaine. Ah ouais. Tu sais, elles arrivent avec pas grand-chose. Mon père, il vient du Congo. Ma mère, elle est née en France, mais voilà, c'est l'éducation marocaine, algérienne. C'est obligatoire pour la famille d'avoir un enfant qui réussit. C'est même pas un truc Ah que... non, c'est un C'est impératif. inenvisageable d'avoir un gars qui vient à la maison, qui ramène des sous, je sais pas comment. C'était juste, il faut réussir et avec des bonnes raisons. Mhm. Ça veut dire, elle voulait tout faire pour que moi je sois bon à l'école. Et j'étais pas nul, j'étais doué, mais j'aimais pas. J'aimais pas le fait que quelqu'un puisse me dire travaille, Ok. il faut telle note pour accéder à ça. Donc je m'étais fait virer du collège et je suis allé dans un collège public avec tous mes potes. Et ma mère, elle redoutait ça parce qu'elle s'est dit, s'il est avec ses copains, ça c'est va mort. voilà. Au final, j'ai réussi à m'en sortir. J'ai mon brevet et tout. Elle est contente. En même temps, moi, je commence à me dire, bon, le foot, c'est pas ouf. C'est ça, j'ai un petit talent, mais Ouais. on est tellement nombreux à vouloir faire ça à Bordeaux et pour sortir du lot. D'ailleurs, juste, je digresse, qui est le plus fort en foot entre toi et ton frère? Non, mon frère, il est plus fort. Ah, voilà. En fait, mon frère, il a toujours été meilleur parce qu'il avait pas peur d'aller au contact. Et Moi, j'étais le genre de mec, en vrai, j'ai du talent. J'ai un pied gauche et tout, j'ai dribblé. Mon frère, il sait pas faire ça. Mais mon frère, il a ce truc de Matuidi, Ok. Charo, tu vois. Oui. C'est-à-dire, il va là-bas. Engagement physique. Il prend. Et ça, en vrai, dans le foot, c'est le nerf de la guerre. Ouais, Tu de peux ouf. être qui tu veux. Si t'as pas de l'impact physique, t'es nul. Et ça, toute ma vie, il y a une époque où moi, j'étais sur le banc et on jouait dans la même équipe. Et on jouait dans C'est la ça même qu'il m'a équipe. dit, ouais. Il jouait, moi, j'étais sur le banc et je regardais. Et il disait, ah, c'est ton frère là? Je dis, ouais. Mais c'est ton grand? Je dis, non, c'est mon petit frère. Et c'est pour ça d'ailleurs que tu dis beaucoup ça dans ce Ouais, spectacle. parce qu'il a vraiment eu la vie quelque part que j'avais pas à un moment donné et que j'aurais dû avoir. Tu vois, il a tout eu avant moi. Il a eu le permis avant moi. Il a eu une meuf avant moi. Ça veut dire que pour toi, il est plus masculin que toi? Bah, en fait, à ce moment-là, tu penses comme ça? pour moi, il répondait plus au code d'un mec de 18 ans, Ouais. alors qu'il en avait 15. Et moi, j'avais 18 ans et j'avais ni permis, ni meuf, ni titulaire au foot. J'avais rien, genre. Mais je savais qu'à un moment donné, j'allais me trouver. Parce que, en soi, moi, je m'étais pas trouvé. Je savais pas ce que je voulais faire. Je savais pas qui j'avais envie d'être, surtout. Ouais. De toute façon, quand on est dans les trucs un peu créatifs et qu'on est C'est rêveur, compliqué. tout est dans un C'est ordre. Ouais, tu repousses. Tout est dans. c'est Moi, décalé. c'est là, je viens d'avoir le code il y a pas longtemps. Là, Bravo. Mais j'ai toujours pas fait les heures, Sean, je te vois. Mais il faut que j'aille faire mes heures de conduite. Mais ouais, je rêvasse, tu vois. Je rêvasse à un truc pendant que les gens, ils font les trucs d'adultes. Bien sûr. Donc je pense que c'est des trucs que toi, t'as masculinisé, mais en fait, c'est des trucs d'adultes. Et ça n'a pas changé
le rapport classique d'admiration du petit frère à son frère, parce C'est qu'en ça. vrai, Il aujourd'hui, m'admire toujours, encore plus exactement, même. encore plus. Parce qu'il voit que je réussis par moi-même et qu'il Ouais. sait d'où je viens. C'est ça. Mais ça a mis un rapport bienveillant et sain parce qu'aujourd'hui, mon frère et moi, on est comme vraiment des frères, pour le coup. C'est vraiment, ça paraît d'être une expression bête comme ça, mais quand tu dis que c'est mon frère, c'est-à-dire que tu peux partager des moments avec lui qui sont simples et qui sont incroyables, mais toujours avec un rapport sain. Normalement, les gens là, peut-être qu'ils savent pas, parce que je fais pas de présentation officielle de oui, Nordi, humoriste. Ouais. Tu connais, c'est une conversation un peu. Mais ce rapport à l'humour, il vient à quel moment dans ce truc de bon, l'école, bizarre, je suis pas le plus populaire, comment. J'ai l'impression que ça te tombe dessus. En fait, ça me tombe dessus, mais je l'ai cherché quand même. C'est-à-dire que au moment où, du coup, mon frère était titulaire au foot et moi non, c'est l'année où le coach du club, il me fait plus jouer. Il me fait plus jouer. Donc moi, j'ai un déclic de me dire, je pense que le foot, c'est vraiment la chose que j'aime le plus au monde, Ok. mais ça marchera pas pour que j'en fasse mon métier. Et ça, c'est pour moi la première chose que j'ai eu comme déclic et dont je suis tellement fier d'avoir eu le déclic de me dire, je percerai pas dans le foot. Parce qu'on est tellement à vouloir percer. Il y en a trop qui pensent qu'ils vont y arriver, qui, à 30 ans, ils font encore des trucs de je veux y arriver. Je dis pas qu'il faut abandonner, mais à un moment donné, il faut être lucide. Il y a une Quand tu as 30 ans, tu as une vie de famille, tu as des enfants, ta priorité, c'est pas d'aller marquer un but contre Châteauroux ou contre Montigny-les-Bretonneux. Ah. C'est de s'assurer que ta famille, elle mange, elle est bien. Bien sûr. Sauf que quand tu es dans le foot, ton cerveau, il oublie tout le reste. Tu veux tellement y arriver. C'est ça. Et du coup, tu oublies ta priorité. Et moi, très vite, j'ai eu le déclic de me dire, gros, t'as 18 ans, t'as le temps, ta vie, elle est longue, profite pour déjà dès maintenant faire des trucs que t'aimes. Et moi, à cette époque-là, je commençais à regarder les Jamel Comedy Club à fond et tout, tu vois. Et tu prends la première génération, là? Ouais. Thomas N'Djol, Fabrice Eboué, vraiment, je suis dedans ça. 2007, je crois, 2006. Ouais. Et là, à ce moment-là, t'as quel âge, 2007? Je crois que j'avais 13-14 ans. Ok. Un truc comme ça. 13-14 ans, je tombe dans ça, mais je regardais de loin. Et en fait, à mes 18 ans, donc 18 ans, là, c'est la génération, je crois que c'est Malik Bentala, exact. Nawel Madani, tout ça. Malik, Farid, tous ces gens-là. Voilà. Et là, je tombe dans ça et je me dis, putain, ça fait 5 ans que je vois des trucs comme As et j'aime trop. J'aime trop, ils sont forts, c'est naturel. Il y a un côté spontané que t'as pas dans la vraie vie, que tu veux retrouver et que tu essaies de comprendre comment donc ça fonctionne. Donc ça, c'est ta ref en termes d'humour, etc. Déjà, c'était hyper accessible parce qu'à l'époque, c'était en clair, Canal+. Ouais. Donc, ça veut dire que je regardais ça avec mon père en plus. On regardait ça le week-end. C'était des moments où on se rapprochait, tu vois. On regardait ça en famille et mon père, il était très dur en humour. Donc, je me disais, putain, mon père, il aime pas les blagues, quoi. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait rire dans la vie, mais il aime pas les blagues. Et un jour, il y a Patson qui est venu jouer. Ouais. Et du coup, tous les parents Kinf, c'est leur référence. Que tu sois algérien, marocain, congolais, Patson, c'était la ref. Et il venait, il tapait la salle. Et putain, j'ai vu mon père rigoler à ce moment-là. Je me suis dit, putain, peut-être que si un jour je veux créer des émotions chez mon père, peut-être qu'il faut que je fasse des blagues, tu vois. Tu sais, je le voyais, il regardait, il rigolait, mais il était en mode, c'est pas facile, quoi. Tu sais, sans lui dire que je vais avoir envie de faire ça ou quoi, je voyais dans ses mots que pour lui, il disait non, faire rire, c'est pas tout le monde. Parce qu'il voyait Patson qui cartonnait et après, il voyait des mecs dont il était moins fan. Ouais. Je sentais que déjà, juste pour lui, ce métier-là, c'était compliqué. Et moi, j'ai commencé du coup à me dire putain, faut que je me lance, faut que je me tente un truc. Et donc, à 18 ans, l'année où j'ai mon bac, j'ai le choix, donc post-bac. C'est ça. APB, admission post-bac, le truc que je détestais. Et donc, ça, c'est le choix pour moi que j'ai fait qui m'a le plus mis dans la merde familièrement parlant parce que ma mère, elle voulait que je devienne vraiment avocat. Ok. Mon père, il voulait que je fasse un truc qui ramène de l'argent. Tout simplement. Donc, avocat ou médecin ou journaliste, tu vois. Et encore. Ouais, je te le dis. Hein. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je fais la demande pour Sciences Po, mais mon dossier il passe pas. Okay. Parce que j'ai pas les bonnes notes, quoi. Okay. Et surtout, j'ai pas le bon retour des profs. Et donc, je m'inscris en fac de langue. Et je mets anglais, arabe, alors que anglais, flemme. Arabe, je me dis, c'est juste pour le style, je crois. Je suis allé pour le lust parce qu'il y avait des belles meufs aussi. Mais du coup, je mets ça. Et en fait, je sais qu'à la fac, c'est genre du temps libre, les partiels, mais beaucoup de temps libre. Et donc, je fais cette année, je suis avec des potes à moi. On passe 6 mois où on se rend compte très vite qu'on va valider juste l'inscription et qu'on va avoir rien d'autre que des bourses, parce qu'il y avait les bourses, donc c'était l'avantage aussi. Et financièrement, c'était intéressant pour moi parce que j'avais pas d'argent. Et au bout de 6 mois, ça me saoule. Genre, je suis pas dans le truc, j'arrive pas. Ma mère, elle me met la pression parce qu'elle voit qu'au fur et à mesure, je suis en train de lâcher. Et tu sais,
la pression d'une mère qui te dit va à l'école, sinon tu vas travailler, tu quittes la maison. C'est le truc le plus dur pour un enfant. C'est ce qui s'est passé? Ouais, parce que j'étais dans ce truc où je me disais, elle comprend pas là où je veux aller et j'ai pas de preuves pour lui prouver que c'est ça qui va être ma vie et que ça va marcher. Mais c'est quoi du coup ce truc? Parce que tu sais, moi, maintenant que j'ai 34 ans, même si j'ai pas d'enfant, je commence à mieux parler avec ma mère et je me rends compte, parce que moi aussi j'ai eu ce truc-là avec le fait de parler de rap. Donc j'ai l'impression qu'en fait on pitch pas bien notre projet. Ouais, de ouf. Tu vois ce que je veux dire? En fait, le Pour problème... des mamans africaines de confession musulmane, moi je suis une Comorienne, genre je dis à ma mère, ouais, je veux parler d'albums, je veux parler de rap, je veux interviewer des artistes rap et tout. Ils comprennent pas ça. Et encore, là je le verbalise bien, je pense qu'avant là, vers mes... Et en plus, t'as vu quand t'as 18 ans, t'as les mots, tu parles avec impulsivité et t'as les mots flous. C'est-à-dire, moi, au lieu de lui dire, maman, j'ai envie de devenir comédien, de faire ça, j'ai dit, je vais monter à Paris, je vais faire des blagues. Voilà. Et sur le ton un peu, je m'en fous. Moi, je suis un enfant, je vais réussir. Ouais. Tu sais, t'es en mode insouciant. Tu captes que pas, que eux sont, elle voit plus loin que toi, tu vois. Et c'est une inquiétude de fou quand on leur pitch un projet aussi bancal. Et je dis ça même à mon père. Et je dis à mon père, je m'en fous, je vais être comédien. Tu vois, un peu comme dans Plus belle la vie, genre, je vais être comédien. Ouais, tu vois. Et donc, du coup, eux, ils comprennent pas ça. Ils se disent, mon fils, il a pété un plomb, il veut devenir clown. Et donc, moi, je me dis, comment je vais leur prouver? Et en fait, la même année, donc je fais en fac, je suis en mode, j'ai 20 ans. Je sais pas comment ça se passe pour les autres, mais moi, je me dis, il faut que je fasse un truc. Et donc, il y a le concours d'humour étudiant le plus drôle de France. C'est ça. Mais je pensais que c'était un concours avec l'INSEC. Pas du tout. Ok. En fait, tout ça, c'est de la fake news, ça. C'est de la fake news. En fait, ce qui s'est passé, j'avais des potes à l'INSEC qui avaient participé pour être éligibles au concours. Ok. En fait, ils choisissaient des écoles en France. Ok. Et l'école qui avait le plus bon dossier, elle était prise pour faire ce concours. Ok. Et donc, mes potes, ils sont à l'INSEC. Et moi, à la même époque, je démarrais un peu les scènes ouvertes. C'était éclaté ce que je faisais sur scène. C'était vraiment nul. Ok. Mais j'étais déjà convaincu que j'étais marrant. Ça veut dire, je me dis, fais ton truc à fond. À un moment donné, peut-être ça va marcher. Ouais, donc toi, t'as toujours su que t'étais un peu drôle quand même. Ouais, j'avais cette conviction que je pouvais faire ça dans ma vie, tu vois. Okay. Donc, je dis à mon pote, vas-y, inscris-moi, s'il te plaît. Il me dit, mais t'es pas à l'école, il faut qu'on fasse une magouille et tout. Je dis, frérot, fais-moi juste un faux certificat de scolarité de l'INSEC. Moi, je m'arrange. Si on gagne le truc, je vous donne une part des sous. Ah ouais. Parce qu'il y avait 5 000 euros, tu vois. Bien sûr. Donc, ça, c'est vraiment la preuve que ça t'est pas tombé dessus. Tu vois. Non, je suis allé chercher. Bah oui, non, mais parce que quand même, dans l'énergie, Non. T'as l'énergie de... J'étais en mode... Qu'est-ce qu'on t'a inscrit? Quelqu'un t'a inscrit, tu sais. Non, je suis allé chercher ça. Mon pote, il me dit, mais frérot, c'est chaud. En plus, t'as des gens qui sont dans l'école, ils payent 10 000 euros. Toi, tu vas participer au concours. T'es pas dans l'école, c'est pas cool. Je dis, frérot, je te dis, je vais gagner. Je dis, fais-moi confiance, je vais vous ramener des sous pour votre BDE. Sur les 5 000, je vous donne 1 000. Maintenant, il capte que je suis trop motivé pour qu'il me dise non. Ouais. Du coup, il fait une magouille et tout, et il me fait un truc certificat comme quoi je suis à l'INSEC. Et du coup, il envoie le dossier pour moi. Bien sûr. Et le mec qui recrutait les étudiants, il me valide. Donc moi, à ce moment-là, mon pote, il me dit, frérot, bah t'es bon, t'es validé. La finale du campus, parce qu'il y avait d'abord une finale dans la salle, puis une finale internet, puis une finale cigale. Il y avait 3 étapes. Et il me dit, frérot, viens. Je dis, vas-y. Et je fais l'interview, je fais le spectacle. Ouais. Donc, il y a 4 étudiants et ils faisaient tous des sketchs sur l'école. Genre, ouais, l'école, un truc. Et moi, vu que je suis pas de l'école, j'ai rien à raconter sur l'école. Et donc, je fais un sketch à ce moment-là sur le fait que je suis puceau. Moi, j'ai 20 ans, je suis puceau. Voilà. Ceux qui en ont jamais vu, prenez des photos, c'est le moment. Ok. À chaque étape du concours, c'est celui-là que tu fais? Tout le temps. Ok. Sauf que eux, ils avaient pas testé ce sketch-là. Enfin, leur sketch, ils l'avaient pas testé en plateau. Et moi, quand je savais que j'allais faire ce truc-là, je suis allé dans l'open mic dont je te parlais, le Gavé Style, et je suis allé le tester peut-être 10 fois. Pour être sûr que c'était marrant. Quand t'arrives et tu dis, ouais, je me branle beaucoup en ce moment. Ouais, j'arrivais, je testais mon intro et tout. Je me branle beaucoup en ce moment, 3-4 fois par jour. Et donc j'arrive, je teste mon truc et je vois ça prend. En plus, ce qui était bien, c'est que la scène ouverte, le public qui était là, c'était des gens qui avaient entre 60, 30 ans, il y avait de tout. Ouais. C'est-à-dire que si ça marche, quand tu vas le faire à la Cigale, si tu y arrives, ça va marcher. Donc je le fais, ça prend bien. Et du coup, au final, mon pote, il me dit, mec, t'as tout niqué et tout, il faut que tu gagnes. Donc là, je gagne le vote des étudiants. Ouais. Donc, je suis trop content. Et je me dis, putain, maintenant, l'étape 2, c'est Internet. Et Internet, c'est genre toutes les écoles de France confondues.
Donc, il y avait genre 7 écoles et c'est un vote Internet et c'est le public d'Internet qui votait. Ok. Donc là, c'est à toi de mobiliser tes followers, à toi de Ok. mobiliser tes gens qui te suivent. À cette époque-là, j'avais même pas de followers, j'avais genre 5000 personnes. Et tu joues le jeu de ce truc-là, de demander aux gens, ouais. J'ai demandé à toute ma famille. Ok. J'ai dit, hey, likez, allez liker, tous mes potes. C'est là où j'ai vu que j'avais des gars sûrs, Ouais. tu vois, parce que c'est des gens. Et je me suis rendu compte à cette époque-là que partager, pour certains, ça coûtait quelque chose. Alors qu'en vrai, ça coûte rien. Mais il y avait des gens pour qui juste partager ma tête, c'était un truc de ouf. Et quand j'ai capté ça, je me suis dit, en fait, il y a des gens sur qui je pourrais pas faire confiance dans ma vie parce que juste un partage d'une vidéo en plus qui est marrante sur Facebook, c'était quelque chose ça leur coûtait quelque chose. Et à ce moment-là, tu as le concours qui du coup programme un truc spécial qui fait qu'en fait, à partir d'un certain moment, les gens de l'entourage, ils peuvent plus voter. Ça veut dire que les votes, ils sont remis sur une autre plateforme et là, c'est que les gens qui voient la vidéo. Si c'est marrant, on like. Si c'est pas marrant, on like pas. Et ça, c'est le vrai public qui valide. Ouais. Et là, à ce moment-là, ma vidéo, elle décolle de ouf. Elle prend plein de likes et tout. Et donc, on finit les votes, ils cumulent tout et je passe premier. Je suis qualifié, je gagne le concours Internet, je suis comme un ouf. Et je me dis, je vais à la Cigale. On prenne le temps sur ce premier hit quand même. Moi, ce qui me marque déjà, c'est que déjà, j'aime trop regarder des images d'archives de mon invité qui était d'avant parce que déjà, le flow, ça n'a rien à voir. Ouais. T'as une petite varsity jacket Wu-Tang. C'était même pas moi. Tu dabs. Bro, il y a trop. J'étais en mode, mais what the fuck, on est à quelle époque? Et vraiment, t'arrives avec une énergie beaucoup de... Tu sais, aujourd'hui, t'es tellement doux. Ouais. T'arrives tout doucement. Tu sais, tu viens, tu t'enveloppes les gens dans le public. T'es tout doux, tu vois. Et tu tires, mais... Ouais. Tu sais... C'est jamais méchant. Comme bien ça, sûr. un peu, tu vois. T'es pas méchant. Et là, t'arrives, c'est pas du tout le même mec. Ouais, c'est trop intéressant. Je sais pas si t'as déjà revu ces images-là, mais... Des fois, je la regarde, je me dis, putain, c'est fou comment j'ai appris à être moi-même. J'ai longtemps essayé de me trouver et en fait, j'ai compris que le stand-up et je pense que la vie tout court, c'est d'essayer d'être soi-même. Ouais. Et le jour où tu comprends ça, quand tu comprends que ta réussite, c'est quand tu seras toi-même, c'est là où c'est un match. Parce que je te sens avoir un masque de faux méchant, faux trash. De ouf. Donc il y a ça. Donc ça, c'est plus sur l'apparence. Maintenant, sur le choix du sujet. Ouais. Là, on est obligé, je pense que c'est mon moment préféré de l'interview. C'est que, est-ce que toi, tu conscientises à ce moment-là, parce que je pense que t'es très jeune, que c'est chaud de venir et d'aller sur genre, je suis vierge? C'est fou parce que cette réflexion, je me la suis... En fait, c'est même pas moi qui me la suis faite, c'est les gens. Moi, je savais que c'était un sujet tellement nouveau. Il y avait personne qui parlait de ça. J'ai jamais vu. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup regardé des sketchs parce que je voulais arriver avec, en tout cas, le jour où je suis sur YouTube, un truc que les gens n'ont jamais vu. Et c'est-à-dire, je me suis dit, putain, t'as 20 ans. Tous les gens de leur âge, ils parlent du fait qu'ils ont eu le permis ou je sais pas quoi, ou les meufs, c'est dur. T'arrives, tu dis, je suis vierge. Le message, il est trop fort. Juste, même sans blague, juste tu dis, j'ai 20 ans, je suis puceau dans une ère où tout le monde veut faire du sexe, tout le monde se donne. Tu dis ça. En plus, t'as pas une tête de moche. Tu sais, j'avais une tête de mignon. Ouais, de ouf. Ça veut dire, tu peux forcément avoir des meufs. Moi, j'arrive, je dis, j'ai 20 ans, je suis puceau avec ma tête, tout. Je sais qu'il va se passer un truc. Même si c'est pas marrant. Ouais. Maintenant, si en plus derrière ça, t'as des bonnes blagues, c'est jackpot. Mais à ce moment-là, je me dis juste, en vrai, là, je veux juste me faire remarquer par un sujet différent, tu vois. Et donc, je fais ce sketch. Et en fait, les retours que j'ai souvent, c'est, mais waouh, c'est fou. Tu parles de ça. T'as 20 ans, t'as pas peur. Ouais, tu t'es pas dit, vu ton éducation, vu tes origines, vu le truc, tu sais que c'est tabou, tu sais que chez nous, ces sujets, c'est no way. C'est chaud. On n'en parle pas. C'est chaud. On le sait. On sait comment ça doit se passer. On connaît les règles. Moi, ma mère me l'a jamais verbalisé, mais c'était clair. Bien sûr. Tu sais que c'est même pas dans les... C'est même pas envisageable. C'est ça. De toute façon, je pense que c'est valable pour toutes les cultures ou religions qu'on transmet un peu comme ça de manière implicite quand dans des familles. Il y a des trucs comme ça se dit même pas, c'est tellement logique. Il y a une pudeur que t'es censé te préserver jusqu'au mariage. Tu vois, c'est un truc genre... C'est un sujet qui est beaucoup attribué aux filles, tu vois. C'est ça. Et qui est gage de respect. On respecte une meuf qui truc, etc. Je sais pas quel type de retour t'as après avoir dit publiquement que j'ai toujours pas eu de rapport sexuel parce que je veux le faire avec la bonne personne et parce que j'ai des convictions. Bah déjà, il y a eu tellement de sons de cloche. Il y avait déjà toutes les meufs qui étaient en mode waouh, c'est trop bien d'avoir un homme qui parle de ça de manière pas masculine et du coup avec une approche un peu pro-féministe quelque part, d'accepter de se préserver et tout. Au retour des gars, il y avait deux sons de cloche. T'avais les gars qui me disaient mec, c'est impossible, c'est sûr que tu kennes des meufs, c'est pas possible, t'es pas moche et tout, nanana. Et t'avais à l'inverse tous les mecs qui disaient t'es gay. Pour eux, un mec qui couche pas avec une meuf, qui se préserve, il est homosexuel. Il est homosexuel. Et moi, c'était un de mes premiers
vrai moment dur dans ma tête parce que je me disais, je sais que je suis pas gay, je sais que j'aime les femmes, mais ils me mettent tellement de pression pour assumer un truc que je suis pas que je me disais, j'ai envie de dire que je suis gay pour qu'ils me laissent tranquille. Et là, ça a ouvert un arc Et en fait, incroyable dans ton humour. ouais. Ça, c'est terrible. Parce qu'en fait, le fait d'avoir compris que l'ambiguïté, ça pouvait être un truc sur lequel je pouvais jouer, ça m'a donné une direction artistique. En fait, le fait que les gens doutent sur ma sexualité, même encore aujourd'hui, c'est pour moi le nerf de quand j'ai commencé à comprendre qui j'étais. Parce qu'en fait, je sais que je suis pas gay, mais les gens pensent. Et le fait qu'ils pensent et qu'ils doutent encore, et que c'est un peu ce que j'entretiens, bah, ça crée quelque chose. Et c'est là où moi, j'ai commencé à assumer ça à fond, en fait. À me dire... Et tu le fais bien parce que je pense que ça doit être presque jouissif en fait, de voir dans les yeux des gens le truc genre... Tu vois, quand tu fais... C'est incroyable. Toute la vanne sur la chirurgie esthétique, genre les... Bon, ça Sean, ça l'éteint. Et là, elle m'a dit, ouais, je suis pas bien, faut que je me fasse refaire les seins. Et là, elle s'est fait refaire les seins, et là, elle va bien. Et comment elle va bien, là, oh là là. Il a mis bien le chirurgien, là. Putain, 2 seins, là, miam, miam. Et en fait... Je sais qu'un mec qui, justement, serait dans cette norme un peu hétéronormée de, ouais, il ment, c'est sûr, soit il est gay, soit truc, nanana. C'est sûr, une vanne comme ça, s'il est pas déconstruit lui-même, nous, ici, c'est parce que, frère, une fois, t'es venu ici, t'as dit, ouais, moi, je twerk des fois dans notre chambre. Nous, ici, on est tellement en mode, ben, gros, des gosses. Si t'étais gay, on serait mis limite trop en mode, vas-y, sois gay à fond, tu vois. Mais je sais que c'est des trucs qui peuvent peut-être déstabiliser des gens qui ont pas encore avancé sur la question, tu vois, qui sont encore mal à l'aise. Là, on en revient à Bordeaux. C'est qu'à Bordeaux, c'était des trucs inconcevables. Qu'un mec puisse twerker, qu'un mec puisse assumer qu'il soit pas gay, mais qu'il surfe sur ça. Parce que Bordeaux, c'est une mentalité à l'ancienne. Ça veut dire que c'est des gens qui n'ont pas les codes. Tu vois, pour eux, le féminisme, ça n'existe même pas, on dirait. Moi, j'ai traîné avec des gens qui me disaient, c'est mort, les meufs, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Les mecs, c'est comme ça, comme ça. Mais ça, j'ai l'impression que t'as un peu tout le temps encore j'appelle ça les Gaulois. Il y en aura toujours, mais les Gaulois pas réveillés, en dehors de Paris, c'est plus flagrant. Et moi, ça me fait plaisir quand je vois des gays qui viennent me voir en spectacle, qui me disent, ouais, t'es pas gay, mais on t'aime. Parce que il y a des gens qui sont hétéros, mais qui sont pas validés par les gays. Parce qu'ils ont des discours ou des propos qui sont pas clean, tu vois. Ils peuvent dire des trucs sans s'en rendre compte, mais hyper homophobe, méchant. Pour moi, t'as décidé de l'embrasser et d'en faire un des axes, une des toiles de fond de ton spectacle. Totalement. Et les gens le verront s'ils n'ont pas encore vu ton spectacle, mais en plus de ce qu'ils peuvent retrouver en capsule, etc., et de tes interactions, parce qu'il y a aussi des interactions, il y a la toile de fond de genre... je vous l'ai dit une fois que je l'étais pas. Tu sais, c'est comme si tu répondais à ceux qui... Vous savez pas, je vais vous remettre. Ouais, et il y a ceux qui... C'est comme si tu répondais sans vraiment répondre à ceux qui sont toujours en mode... bizarre. C'est bizarre, lui. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, t'en places toujours une. C'est pas tout le temps, tu vois, mais tu fais tout le temps ce truc où tu vas essayer de prendre et tu vas jouer avec les clichés de va forcément être efféminé, parce qu'en fait, tous les gays ne sont pas efféminés non plus. Et toi, tu vas jouer sur ça, etc. Et c'est très, très drôle. Surtout qu'en fait, j'ai aussi compris un truc, c'est que moi, je vois le stand-up comme de la musique. Les femmes, c'est le nerf de la guerre aussi. Et quoi qu'on dise, un humoriste qui marche bien, c'est quand il réussit à avoir les meufs. C'est pareil dans le rap. Hein. Parce que le rap, c'est ça. Et les meufs, elles prennent les places pour le concert et elles amènent leur mec. De ouf. Elles amènent leur copine. Un mec, il ramène lui-même. Un mec, il vient tout seul. Il vient avec un pote. Ça veut dire que juste en vente de billets, tu compares un mec qui parle aux meufs et un mec qui parle aux gars. Tu vois le nombre qui diffère. Moi, dans ma salle, t'es venu. Sur 100 personnes, il y a 60 meufs. Non, c'est vrai qu'on était. Et les 40 autres personnes, c'est des mecs qui sont venus parce que leur meuf, elle leur a dit je l'aime. Vas-y, viens. Ça veut dire que j'attire des mecs qui me connaissent via leur meuf. Et en plus, ils m'aiment bien. Hein. Ça veut dire que les meufs, elles font un travail pour moi plus fort que moi. Ouais, mais tu fais rire des gars. Non, je les fais rire, mais ils seraient pas sensibles directement si leur meuf, elle aurait pas parlé de moi. Peut-être dans le délire du geste d'achat, de cliquer ta place. Mais je trouve quand même que là, ces derniers temps, tu fais partie des humoristes. En tout cas, pour moi, t'es l'humoriste le plus qui est le plus dans notre univers du rap. Ouais. C'est-à-dire que moi, de toute façon, je te vois dans mon feed qui concerne tous les artistes rap que je suis, etc. Les Guy, les Franglish, tu vois, tout cet univers-là, t'es rap. Tu vois ce que je veux dire? T'es avec nous. Ouais. Donc, tu fais rire ces mecs-là. C'est pour ça qu'ils disent vas-y, passe. En plus, tu vois, c'est vrai que tu parles de Guy et Franglish, c'est des gars que j'admirais, que j'admire encore, mais qui aujourd'hui sont en solo. Tu vois, et ça, c'est des trucs qui prouvent que mon travail, il marche. Il commence à marcher parce que j'attire des gens que j'aime bien et qui sont des mecs. C'est-à-dire, c'est des mecs, en plus, c'est des mecs, tu vois, Guy, c'est un peu la cahier,
glisse, tu vois. Tu sais, Ouais. c'est des mecs masculins forts, mais ils ont une sensibilité. Ça veut dire que mon humour, au final, il peut paraître féminin ou autre, mais il parle à beaucoup de mecs. Et c'est des mecs qui grandissent, qui ont grandi, qui sont des hommes, qui ça. qui ont des familles pour la plupart, etc. Et finalement, tu viens aussi sur des sujets où il dit en vrai les trucs qu'on pense, mais que Bien sûr. Tu vois ce que je veux En dire? fait, je fais le taf Tu fais pour le des taf. gens qui diraient, aussi, moi, je suis pas comme ça. Voilà. Tu vois, Tu vois. et en fait, le fait que moi, je parle à leur place, ils disent, j'aime bien parce qu'il a une idée que j'ai déjà eue, mais que j'aurais jamais osé C'est parce ça. que, t'as vu, moi, je suis un bonhomme. Il y a un truc quand même de move où tu gagnes ce concours-là, donc t'es officiellement l'étudiant le plus drôle de France, même si finalement on apprend là, tu viens de nous dire que t'es zéro étudiant là-bas. J'étais même pas étudiant, j'étais juste drôle. À quel moment tu te dis, bon, là, faut que je monte à Paname, tu fais encore les allers-retours pendant un moment ou quand est-ce que tu fais ce je suis move-là? encore en mode fast life. Ça veut dire, quand je gagne le concours, c'est le début de je suis humoriste. Ouais. J'ai le crédit de mes parents qui valident et je leur ramène le chèque de 5 000 euros. Ok. Je donne 1 000 euros à l'école. BDE. Je garde 4 000. Et donc, dans les 4 000, je donne 500 à mon père, 500 à ma mère. Ok. Et je me dis, à partir de là, vous me laissez faire ce que j'ai envie de faire. Et ma mère, je lui dis, je vais arrêter l'école. Je lui dis, tu me laisses 1 an. Je lui dis, tu me laisses 1 an juste où je fais mes trucs, je te demande jamais d'argent. J'habite encore là, mais je suis indépendant. Pour percer dans l'humour. C'est ça, juste pour être indépendant financièrement. Okay. Avoir une stabilité, des fiches de paye, tu vois. Okay. Un truc qui fait que c'est mon métier vraiment 100%. Et je dis à mon père la même chose. Et ma mère, elle me dit, franchement, fais. Elle me dit, tu sais quoi, moi, je veux juste que tu sois bien. Je veux pas que tu me demandes d'argent, je veux que tu sois heureux. Si toi, tu es heureux en faisant ça, fais-le. Et donc, moi, de avril à avril, je me dis, j'ai 1 an pour step up, tu vois. Okay. Donc, à ce moment-là, je me dis, vas-y, il faut que je bouge de Bordeaux, mais j'ai pas les moyens pour habiter à Paris. C'est trop cher. Donc, je me dis, il faut que je trouve un plug. Et en fait, ma tante, elle déménage de Chelles et elle s'installe à Nation. Et à ce moment-là, je me dis, c'est une dinguerie parce que les planètes s'alignent. Tout était fait pour que je me rapproche de Paris. Et je dis à ma tante, Tata, il faut que j'ai un pied à terre à Paris. Donc, moi, je trouve une disquette. J'avais arrêté les études, mais elle ne le savait pas. Du coup, je fais genre, je trouve un travail sur Paris. Donc, je travaille à Citadium. Ouais. Et donc, à Citadium, je fais genre à ma tante que je suis dans une sorte de stage pendant 3 mois. Okay. Et que, en gros, à la fin, je valide mon BTS. Une grosse magouille. Donc, toi, t'as continué Mais pourquoi continuer le mensonge avec Tata alors que maman est déjà cool? Parce que je voulais pas. Parce que, tu sais, je me suis dit, je veux pas qu'elle pense que juste je fais des blagues, quoi. Ok. Je voulais qu'elle se dise, il y a quand même les études. Ok. Parce que ma tante, elle est pareille que ma mère, mais elle a vraiment fait des longues études et tout. Ok. Et donc, elle est plus poussée dans le truc. Tu sais, elle aurait pu mettre dans la tête de ma mère, ouais, mais c'est dangereux. Je te capte. Tu vois? Ça aurait fait deux personnes à convaincre. T'en avais déjà réussi avec maman, c'était compliqué de rajouter. Je me suis dit, faut que je sois clean. Je vais juste lui dire, je te demande rien pareil, juste voilà, pendant 3 mois, si je peux dormir à la maison et tout. Okay. Elle m'avait laissé une clé. Je faisais mes allers-retours. Le matin, j'allais au travail et le soir, j'allais à Citadium. Sauf qu'au bout de 3 mois, j'allais au spectacle. Je faisais des Panam et tout. Ok, t'allais au Panam direct? C'est au Panam que t'es allé Ouais, c'était mes premières scènes à Paris. Ok. Ouais. Ma première scène, c'était au Field. C'est une salle qui s'appelle le Field. Donc, c'est le premier théâtre de Paris. C'est la première scène ouverte. Ouais. C'est une scène ouverte où tu lèves la main et tu demandes. En fait, tu fais l'accueil et on est genre 50. Okay. Et ils choisissent au hasard. Ah ouais? Ouais. Dinguerie. Et en fait, cette scène-là, j'y suis allé avec mon père. Première fois que lui, il vient à Paris pour me voir. Ok. Et donc, on y va ensemble. Et moi, je suis tétanisé. Je panique. Dinguerie. Mais je panique. Mon père, il me voit sur scène pour la première fois. Je suis à Paris. Je panique. Je fais mon sketch. Au bout de 3 minutes, j'ai plus mes mots. Et tu fais quoi comme sketch? Parce que moi, je t'ai pas demandé aussi. Je fais pas mon sketch de en tout cas. Parce que ça, c'est comment ça a été réceptionné, ça, déjà, ça, là, parce ce sujet-là? En fait, ça, je l'aurais caché longtemps. Et ça, c'était avant le campus. Ça veut dire que c'était ma première scène à Paris. Et c'était avant le campus. Donc, c'était en mode, j'avais le sketch du puceau. Ouais. Mais je me suis dit, pour mes parents, je peux pas le faire devant eux. Donc, j'osais pas trop. Et du coup, je fais plein de blagues, mais c'est pas marrant. Ça bide, mais fort. C'est-à-dire pendant... Tu fais pas ton hit, en fait. Non, je fais pas mon hit. Je fais des balles que j'ai... Tu fais des petits singles, ouais. Tes petites maquettes. Qui marchent à Bordeaux, mais à Paris, ça marchait. Et en fait, après, quand je m'installe à Paname, donc je fais 3 mois à Paris chez ma tante. Ouais. Sauf que le Citadium, c'est 3 mois de période d'essai. Et moi, ils me prolongent pas ma période d'essai. T'étais nul ou quoi? Ils me disent... Ouais, j'étais ailleurs. C'est dur d'être concentré quand t'es ailleurs. Tu vois, tu dois faire semblant que t'es heureux. À 8h, on te dit va ranger le floor et tout. Qu'est-ce que tu me racontes? Moi, je vais être une star, en fait. Tu vois? Et ça. Ouais, mais fallait que t'aies un peu de caillasse. C'est ça, il fallait de la caillasse. Au final, je me dis, tu sais quoi? Et je m'en fous, j'arrête. J'arrête tout.
Je quitte Stadium et le manager en question, il s'appelle Francis, que je big up parce que c'est vraiment quelqu'un qui m'a donné confiance. Il m'a dit, OK, tu vas arrêter, fonce, fais tes projets. Je serai le premier à venir te voir quand tu feras des salles et tout. Je dis, OK, j'arrête. Et je me dis, putain, à ma tante, je peux pas lui dire que j'ai mon truc. Donc, je dis à ma tante, mon stage, il est fini. Je rentre sur Bordeaux, j'ai plus d'appart à Paris. Et en fait, je me rends compte que là, la mission, elle devient technique parce qu'il faut que je sois à Paris, mais que j'ai plus d'appart là-bas. Donc, je fais des allers-retours. C'est-à-dire, je regarde, et à ce moment-là, il y a un abonnement qui s'appelle TGV Max. Ouais. C'est-à-dire que quand t'as entre. Ouais, il y a toujours, hein. Moi, je l'ai encore. Ok. Et je me dis, putain, c'est une dinguerie. Il lance un abonnement pour voyager illimité entre Bordeaux-Paris et en France. Et je me dis, je vais faire ma tournée comme ça. Et du coup, tu fais Paris-Bordeaux Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Je fais l'aller-retour. Et donc, ta journée type, c'est genre, je me lève le matin, je prends mon TGV de Bordeaux. Je prends le train, généralement, c'était 10h12. J'arrivais à 12h14. Ok. 2h, c'est ça qui était bien. Et je me posais l'après-midi dans un café toute l'après-midi. Les cafés où tu peux te poser, tu prends un café expresso. Et tu restes, tu ponces. Tu ponces. J'essaie d'écrire des blagues. Et en fait, tous les soirs, je faisais des panames. Et au début, c'était dur parce qu'il y avait beaucoup d'humoristes et des rostas. Ouais. Et nous, les petits humoristes, on arrivait, on avait genre 5 minutes dans les plateaux à 18h. On s'arrête là. Parle-nous du Paname. Comment ça fonctionne? J'ai l'impression qu'il y a une petite ligue d'abord. Ouais. Qu'après, il y a la grosse ligue. Comment ça se passe là-bas? Moi, quand je suis arrivé au Paname, c'était genre les années du coup post-campus un peu avant pour me mettre un peu familiarisé. Et après, j'ai commencé à venir régulièrement post-campus après, tu vois. Ok. Et donc, campus, c'est genre. 2017. Ok. Ça veut dire 2017, j'ai commencé à vraiment arriver. 2016, je suis venu juste voir. Et 2017, 2018, là, j'enchaînais. Et en fait, au début, au Paname, il y avait encore Fari, il y avait encore Mathieu Madénian, il y avait encore Nawel, qui reviennent de temps en temps, mais avant, ils étaient là tout le temps. Moi, j'ai l'impression de là où j'étais, en tout cas, je voyais beaucoup. En tout cas, ma perception du Paname, c'était beaucoup aussi des gens du tube. Je trouvais qu'il y avait beaucoup, pas mal de gens. Il y avait Norman, il y avait le Whoop qui s'est construit là-bas. Donc, c'était les stars, en fait. Ouais. Et nous, on arrivait, on n'avait pas de place. On n'avait pas de place. Karim Kachour, le patron du lieu que j'embrasse, Karim, il était très dur avec les nouveaux. Parce qu'il sait que, en fait, c'était une dureté, mais bienveillante. Parce qu'il sait que c'est un milieu compliqué. Il sait que c'est un milieu où tu peux pas arriver du jour au lendemain et être celui que tu penses être. Parce que ça prend du temps. Okay. Et donc, il nous donnait pas de créneau. Il nous donnait des dates. Tu jouais un lundi à 15h. Il y avait personne dans la salle. Tu jouais des samedis à 1h du matin. Il y avait 5 personnes bourrées. Et en fait, c'était des challenges mentaux. Et moi, je faisais Bordeaux-Paris pour ces soirs-là. Je faisais Bordeaux-Paris pour jouer devant 4 personnes, pour jouer devant 10, pour jouer devant une salle de 500, mais qui ne m'écoutent pas. Parce que c'était un groupe, un CE, tu vois. Que des trucs comme ça. Un jour, je sers, parce que l'abonnement, il me coûte trop cher. Ouais. Du coup, je le coupe. Et je me dis, il faut que je fasse des trajets en bus. Et donc, je faisais mission, je partais le matin tôt. Putain. Et je rentrais le soir avec le bus. Et en fait, à un moment donné, je me dis, c'est pas possible. T'es sérieux, là? Je te jure. À un moment donné, je me dis, c'est plus possible de faire ça. Faut que j'arrête parce que ça me fatiguait, genre. Eh oui! Moi, j'avais 20 piges et je me rendais pas compte que ça me fatiguait à ce point, tu vois. Putain, et ton frère, il a dit exactement la même chose. Et en fait, il était KO debout. Je rentrais, j'étais mort. Et on dirait, lui, il savait pas que nous, on voyait de fou qu'il était fatigué. Je voyais pas la fatigue et tout. Et à un moment donné, tu sais, genre, je rentre chez moi, je suis à Bordeaux et tout le monde dort chez moi, tu vois. Tout le monde dort et tout. Et tu sais, c'est comme un truc de... Est-ce que je vais... Putain, je vais... Oh. En fait, c'est comme si... On est ensemble. Là, genre, j'ai envie d'arrêter parce que tu te dis, j'ai trop donné. Et en même temps, c'est ça qui fait que, genre, je suis différent, tu vois. C'est que je vais aller au bout de mon queutru. Et en gros, je fais cette pause-là, je suis dans mon salon, tu vois. Je suis chez moi. Ma mère, elle dort. Je suis tout seul. Et je me dis, mais frère, en fait, t'as tout plaqué. T'as pas le choix. Ouais. Genre, tu sais, c'est genre, t'as pas le choix de juste être celui que t'as envie d'être, tu vois. Ouais. Et donc, le lendemain, j'appelle un gars à moi qui fait, il fait des trucs c'était de la laverie automobile, tu vois. Et il me dépanne et tout. Il me dit, vas-y, si tu veux, tu travailles pour moi et tu travailles en cash, tu vois. Okay. Moi, j'avais besoin de thunes et tout. Je lui dis, frérot, là, j'ai plus de thunes, j'ai rien. Ma daronne, je lui ai dit, j'ai 1 an pour réussir et tout. Il faut que... Ça avançait pas à ce moment-là. Ouais, ça prenait pas. Tu sais, le Paname, c'était dur. Quand c'était dur, c'était... En fait, ils étaient pas méchants, mais psychologiquement, c'est dur. Quand tu sais, tu fais tout ça pour rien, tu te dis, c'est pas normal, tu vois. Tu te dis, en fait, tu penses qu'ils sont méchants, en fait, ils sont bienveillants. C'est juste toi qui es pas prêt.
mais t'es pressé. En fait, t'as des comptes à rendre à des gens qui comptent pour toi, mais tu peux pas leur expliquer. T'avais le seum contre les gens, genre les gens, les 4-5 personnes qui étaient là, ou les gens du Paname parce que tu trouvais que qu'ils croyaient pas assez en toi? En fait, c'était dur dans le sens où, moi, tu sais, quand t'es jeune, t'es insouciant et en même temps, t'es pressé. Ouais. Et quand on te dit, prends ton temps, tu comprends pas. Parce que eux, ils disent, prends ton temps, mais ils savent pas que t'as dit à ta mère, t'as 1 an. Ouais. En fait, c'est une pression que t'as qui est plus familiale que je sais que je peux devenir et que ça prend du temps et ça, j'en suis conscient. Mais là, quand vous me dites non, vous pouvez pas jouer aujourd'hui, monsieur, alors que moi, j'ai dit à ma mère, j'ai pas besoin d'elle. Et que t'as pris ton fucking trajet. Et que j'ai pris mon trajet, que j'ai dépensé des sous et que je suis à perte au final. Je fais tous les soirs Bordeaux-Paris sans argent. Je suis à découvert de malade, mais de fou, genre des 700 € à découvert alors que t'as pas d'argent. C'est une dinguerie et t'es même pas étudiant, t'as rien qui rentre. Et à un moment donné, en fait, tu reviens à la réalité. Tu te dis, si t'as pas d'argent, t'as rien. Ça veut dire que le stand-up, tu mets un stand-by un peu, tu vois. D'où le truc, c'est pour ça que je te fais la remarque quand tu me parles des 3 mois d'essai chez Citadium. Ouais. Et que tu me dis, ouais. C'est que moi, en fait, mais c'est peut-être parce que j'ai un tout petit peu plus de maturité et que je sais d'où elles viennent tes larmes. Parce qu'en fait, tu dois forcément, quand tu as ce rêve-là, il doit toujours avoir ta partie froide. C'est ça. Tu vois, la partie froide qui dit, mais comment j'ai mon fixe qui fait que je peux manger. Toi, tu la renies. En fait, elle est là et tu veux pas qu'elle existe. Tu dis non, c'est mort, il y a pas de plan B. Il y a qu'un plan A, je vais réussir. Ouais. Sauf qu'à un moment donné, la réalité, elle est là. La réalité, c'est que t'as pas de thune, t'habites pas à Paris, tu veux être fort, t'as pas le temps ni les scènes pour devenir fort. Donc, il faut que tu reviennes à la réalité, c'est-à-dire faire de l'argent. Donc, je reviens, je fais des trucs de fou. Je travaille à Burger King. Toi, tu reviens du coup à Bordeaux. Ouais. Hein. Ouais. Je vais à Bordeaux, je mets genre peut-être 3 mois sans scène. J'arrête la scène pendant 3 mois. Je vais à Bordeaux, Burger King. Je vais en même temps à Jack & Jones. En même temps, il y a le Ramadan, donc je suis fatigué. Et à côté, je fais du cash, laverie automobile. Okay. Donc, entre guillemets, je rembourse mes découvertes, mes trucs. Je me remets à revivre un peu, juste kiffer, tu vois. Ouais. Et à un moment donné, je remonte sur Paris et je fais la Deb Jam du Jamel Comedy Club. Oui. C'est les mardis. Et c'est un soir où, pour moi, c'est le soir de ma vie, genre. Tu vois, je me dis, ce soir-là, il faut que je sois fort. J'ai pas le choix. J'ai eu quelques scènes avant, je me suis rentraîné, j'ai repris un peu de force. Je fais cette Deb Jam. Donc, c'est la scène ouverte. Et moi, tous mes 15 potes qui m'ont partagé ma vidéo du campus, ils montent avec moi à Paname. Ça veut dire que j'ai une force qui est au-dessus de ce que tu imagines. Ça veut dire, tu te dis, ça, c'est mes gars. Ça. Tu vois, quand tu dis mes gars, ça, c'est mes gars. Ils sont tous avec moi, on passe la journée à Paris, on kiffe. Et le soir, on m'annonce le line-up de la soirée. Et ce jour-là, il y avait Franjo, un mec de YouTube, très fort. Il y avait Roman Fressinet, qui faisait sa première scène à Paris, au Jamel Comedy Club, parce qu'il venait d'arriver du Canada. Ouais. Je connais pas le niveau des autres, mais je sais qu'ils sont forts. Et je me dis, j'ai pas le choix que d'être un mec qu'on remarque, tu vois. Ouais. Et donc, je fais mon sketch de puceau et tout. Ça marche super. Je passe en premier. C'est pas ouf l'ambiance de la salle, mais quand tu sais le contexte, parce que c'était un contexte, ils préparaient l'émission du Jamel saison 10. Oui. Donc, il y avait moins de monde et tout, mais ça se passe trop bien. Trop bien. Et ce soir-là, en fait, malheureusement, c'est Roman qui prend la lumière. Roman, il cartonne de ouf. Tout le monde ne parle que de lui, tu vois. À l'époque, le metteur en scène de la troupe, c'était Tariq Sedak. Il me voit plusieurs fois à la Deb Jam avec Yanis, son associé. Et en fait, un jour, il me dit, viens faire un essai avec la troupe, tu vois. Moi, à ce moment-là, je suis encore à Bordeaux. Je reviens et je me dis, les gars, il faut que je quitte Bordeaux, il faut que je vienne à Paris, parce que là, on me propose un gros truc. C'est la première avec la troupe. Ça veut dire que t'es dans la troupe, quoi. Ouais. En termes de... T'arrives en 2018-2019. Est-ce que c'est au niveau du délai au moment où toi, t'es dans le truc où t'es retourné faire plein de taf? Ça arrive 3 mois après. C'est ça, en fait. Ça arrive 3 mois après. Ça veut dire, moi, où j'étais en bas, je me dis, putain, comment je vais faire? Je remonte à Paris pour cette raison-là. Et il se passe ce truc-là. Et les bonnes personnes me voient au bon moment, tu vois. Et je suis dans la troupe et tout. Il me fait un essai. Ça se passe super. Et au final, il m'appelle peut-être 1 fois par semaine ou 2 pour venir faire des scènes avec eux. Et en fait, ce qui était fort avec le Comedy Club, c'était le premier endroit à Paris à cette époque-là qui te faisait des cachets. Okay. Ça veut dire qu'ils te payaient et surtout, t'étais déclaré, donc tu pouvais être intermittent. Okay. À l'époque, le Paname, c'était au chapeau. Ça veut dire que c'était juste du cash. En gros, tu faisais de l'argent, mais c'était pas stable. Tu pouvais faire 50 € un soir et 0 € le lendemain. De fou. Et vu que moi, j'avais que les plateaux pas ouf, bah, tu fais 0 €, tu vois. Miette. Et en fait, je fais la troupe. Et en fait, au bout de 3 mois, je suis intermittent. Et donc là, c'est comme si tu revis, genre. Parce que tu te dis,
Mec, là, c'est bon, c'est ton métier. Genre, je me levais le matin, j'avais pas de stress parce que j'ai gagné tous les mois un revenu pendant. En fait, t'as 12 mois d'intermittence, c'est-à-dire que pendant 12 mois, pendant un an, t'as un salaire. Ok. Et quand tu reviens, du coup, il y a ça qui est un peu sécurisant. Ça, c'est Tu sécurisé. vis où? Là, à ce moment-là, je me dis, j'ai un revenu, Ouais. plus avec les chapeaux, Paname, etc. J'ai de quoi m'installer à Paris. Ok. Et donc, je fais le choix de récupérer une chambre de bonne. Et donc, c'est un 9 mètres carrés où il y avait genre tout dedans, mais 9 mètres carrés, quoi. Ouais. Et je me dis, c'est la meilleure chose qui puisse m'arriver. Ça veut dire, moi, je m'installe. On est en juin, juste avant le Covid. C'est 2000. Putain, c'est tellement il y a pas longtemps. Ouais, c'était il y a pas longtemps. C'était 2019, je crois. Ok. 2019. Donc, je suis là, 2019, je suis à fond. Jusqu'à 2020, je charbonne à fond. Ça se passe super. Et donc, après, t'as le Covid. Moi, je suis installé à Paris et je me dis, putain, je vais être covidé, appartement, je vais payer des charges d'un loyer que je peux pas payer en vrai, parce que je gagnais 1200 euros pour faire des blagues, c'était déjà incroyable. Bah oui. Plus, allez, je vais rajouter 500 balles par mois de cash. En fonction de. Je pouvais rentrer 1005, tu vois. Ouais. C'est déjà, en vrai, à mon âge, 21 ans, c'était incroyable. Mais d'où tu pars tu pars du truc de challenge de dire à ta mère, genre, laisse-moi un an. Ouais. Et arriver à ça, en vrai, le premier défi, il est relevé, tu vois. Je me dis, là, j'ai rendu heureux déjà juste ma personnalité, moi qui je suis, je me suis rendu fier. Ouais, challenge réussi. J'ai rendu mes parents fiers parce que je leur demande plus rien. Je leur ai jamais demandé, hein. Mais là, ils savent que c'est bon. Je leur fais des cadeaux même, tu vois. Tu sais, je gagnais de l'argent et je pouvais me permettre de leur acheter des trucs juste pour qu'ils se disent, putain, notre fils, il travaille et il nous le rend, tu vois. Ouais. Et donc, il y a le Covid. Okay. Paris, il ferme tout. Théâtre abandonné, tout. Tout le monde croit que c'est la fin du monde et tout. Et moi, j'ai un pote à moi qui est en Guadeloupe qui me dit, frérot, là, tout est ouvert. On est en 2000, du coup, Covid, c'est mars 2020. Ouais. Mars 2020, je reste 3 mois avec ma mère à Bordeaux. Et en fait, ça me saoule. Je me dis, je peux pas rester là. Je suis trop habitué à être seul maintenant. Oui. Tu sais, j'ai vécu à Paris. Ce move-là, il est compliqué. Hein. Le retour chez la mère, aïe, 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 il est bien 2 semaines. Mais après, tu te dis, la dame, elle me saoule là. Tu vois. Et donc, tu te dis, j'ai plus envie de rester là. Donc, je me dis, il faut que je me barre. Et moi, j'avais mis un peu d'argent de côté et tout. Je me dis, il faut que je me barre, il faut que je travaille mon truc. Question. Est-ce que là, au moment où, avant qu'il y ait le Covid et que tu vas faire un petit peu des passages, que tu as ton intermittence, que ci, que ça, est-ce que tu es déjà en train d'écrire Violet? Violet, je l'écris en Guadeloupe. Ok. En fait, Violet, il y avait déjà une partie de Violet qui était déjà travaillée quelque part. Parce que je l'avais déjà rodé un peu à Paris. C'était à la Petite Loge, une salle de 20 places où je jouais juste avant le Covid. Et c'était genre, je faisais genre 45 minutes et le spectacle, le tout début, s'appelait Fragilement drôle au tout début. Oui. Et en fait, c'était le début de Violet, mais pas trop parce que j'étais encore puceau à cette époque-là. Donc, j'avais peut-être 15 minutes qui sont restées dans Violet, le reste, ça n'existe plus. Ouais. Parce qu'après, il y a l'arc où tu leur dis aux gens, ça y est, je suis C'est ça. Et du coup, cet arc-là, il se crée en Guadeloupe. Et en Guadeloupe, justement, j'ai travaillé ce spectacle avec plein de plateaux. Là-bas, il y avait encore l'ouverture des portes et tout. Tu pouvais venir dans les bars le soir et je faisais ça. Je faisais des comedy clubs. J'ai créé plein d'endroits, des spots. J'ai joué sur la plage. Vraiment des trucs où je travaillais mon show. Je testais mon show et en même temps, j'avais une petite meuf. Je vivais ma meilleure vie, frère. Ouais, de ouf. Tout le monde était en mode dépression, Covid, tout ça. Ouais, nous, moi, j'étais 3-4 jours sur 5, j'étais dans l'eau. Le reste du temps, j'étais en montagne. Enfin, je faisais grave du sport. Presque, tu récoltais les fruits de la première partie de l'année, des 2 années précédentes, j'ai l'impression. C'était dur. En plus, t'as vu, j'ai perdu beaucoup de poids là-bas. Ouais. J'ai fait une transformation physique qui a aussi aidé. Ok, c'est là-bas que tu deviens un peu plus. Ouais. Ok. En fait, tu perds les joues, tout ça. Ouais. En fait, le Covid, c'était je crois que j'ai envie de changer. Ok. Et donc, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui me traverse l'esprit. Pendant 1 mois, je cours tous les jours. 8h du mat, charbon. Et mon frère, il est témoin que je l'amenais avec moi et tout, on courait. Okay. Je l'amenais, il voyait, il me disait, mais t'es fou, frère, qu'est-ce qui t'arrive? Ramadan par Ramadan, je me levais, courir. Après le soir, course, abdos, gainage, tout. Et je crois que sur ce mois, je perds 15 kilos. C'est pas 15 kilos, genre t'étais gros. Ouais. C'est 15 kilos, genre tu deviens fit. Genre t'es bien dans ta peau, t'es bien dans ta tête. Et tu te dis, et à ce moment-là, je me dis, mec, si tu te lèves tous les matins pour faire ce truc-là, tu peux très bien faire tous les matins des nouvelles blagues, tous les matins un spectacle. C'est dans cette période-là que tu as créé Nordine Ganzo, celui qu'on connaît aujourd'hui. Parce qu'il y a vraiment un avant-après. Ouais. Pour moi, l'humoriste que je suis aujourd'hui, il est né après le Covid. Okay. Et je remercierai tous les jours Macron
pour avoir mis en place. Pas aujourd'hui et pas chez nous, messieurs dames. Non, mais juste pour le Covid. Mais je te capte. Tu vois. Mais non, mais moi aussi, cette période-là a été importante, bien sûr. On a eu le temps de réfléchir, on a eu le temps, je te capte. J'ai créé ma DA, tout, mon tout. Ouais. Moi-même, je me suis créé pendant le Covid. C'est comme si, genre, toutes les années qui étaient avant, c'était juste, j'apprends à marcher, j'apprends à courir, j'apprends à parler. Et le Covid, c'est j'apprends à être Nordine Ganzo. Ouais. Je trouve que toi, il y a eu un vrai truc quand tu parles de ton séjour en Guadeloupe, genre de là-dedans, en mode, même les trucs les plus, genre, je vais embrasser de la manière la plus puissante les trucs qui vous font honte. Et c'est ça qui fait que, pour moi, quand t'arrives et que tu dis presque, je suis soft, ouais. ou peut-être vous êtes comme ça, mais moi, en vrai, ça me fait rep, ou même les go, limite, ça me fait rep, bah, ça te rend king, Bien plus sûr. que si tu disais, je les ai toutes eues. Bien Tu sûr, vois ce que je veux dire? de ouf. Je suis obligé de faire un petit fast-forward quand même, parce que sinon on va être là jusqu'à demain matin. Mais j'adore notre conversation. Mais tu sais, il y a ce moment-là où tu vas être un peu plus présent sur les réseaux sociaux. C'est surtout de ça dont j'ai envie de parler, parce que je trouve ça très intéressant. Il y a eu un vrai boom, justement, pareil, post-Covid. Parce que je sors du Covid, on arrive en juin, Instagram, il lance un truc, il lance les réels. Juin 2021. Ouais. Ils commencent à faire les réels parce qu'ils voient TikTok qui arrive et du coup, ils veulent booster les créateurs qui postent des réels. Et moi, on me propose une opération. C'est genre, tu fais 35 réels pendant 4 mois et t'es payé pour faire ça. Ok. Et moi, je me dis, putain, moi qui ai jamais su comment utiliser les réseaux sociaux pour faire des blagues, là, on me donne une perche. En plus, on me paye pour. Donc, à ce moment-là, je prends plein de face cam. Je fais plein de face cam, sois pas bête. Et je disais des trucs de la vie, ou des fois, il y avait de l'actu, je rebondissais dessus. De fou. En 45 secondes, et je faisais des vidéos comme ça. Important que tu précises, genre, le truc de répétition, de régularité et d'actualité. Actu, ouais. J'ai rebondissé sur l'actu, parce que je savais que ça pouvait avoir un effet direct. J'essaie d'être frais dans mon phrasé, parce que je voulais pas être un mec qui rebondit sur l'actu en mode France Inter. Ouais. Je voulais être en mode... Même si maintenant, t'es chez Non, France Inter. ouais, c'est cool, mais... ça, c'est lourd. C'est magnifique, mais je voulais avoir une approche nordine, tu vois. Et surtout, le truc que tu dis, c'est de la régularité, quoi. C'était dur de toujours avoir un truc à dire sans saouler les gens. Et l'actu, c'est le meilleur truc parce que c'est que des thèmes qui sont là et qui partent. De fou. Et donc, je poste et en fait, je prends du plaisir à faire ça. Je me dis, putain, j'ai fait 40 secondes de vidéo et elle a fait 200 000 vues. Je me dis, c'est une dinguerie. De fou. Et parce que j'ai aussi capté que les gens aimaient bien ce délire-là. Le gars, il dit, sois pas bête, il reprenait les phrases. Donc, ça a été le premier step de les réseaux. Sauf qu'à un moment donné, je me rendais compte que je commençais mon spectacle. C'était Violet, donc je l'ai commencé en septembre 2021. Je me rendais compte que les gens, ils venaient pas dans ma salle. Tu vois, c'était joué les mercredis. On était peut-être 40, 60 sur une salle de 100 places. Là, quand t'es venu, c'était full. De fou. Mais genre, à l'époque, c'était genre, on était 40 et c'était même pas des gens qui venaient pour moi. C'était des gens qui venaient par hasard. Okay. Parce que dans les théâtres, des fois, t'as du public curieux. Et je me disais, putain, je poste des vidéos, j'essaye d'être moi-même, mais t'as vu, c'est pas ça. C'est pas ça que les gens... J'ai l'impression que c'est pas ça qui va faire que je vais pouvoir créer quelque chose autour du violet. Et que les gens aient envie de cliquer un billet. C'est ça. Je me suis dit, là, moi, je suis stand-upper. Ça veut dire que je dois faire des blagues sur scène. Tu sais, les vidéos face cam, c'est super, mais tu restes un influenceur en faisant ça. Ouais. Alors que si tu montes sur scène et que tu arrives à trouver ce contenu régulier qui t'identifie avec ta patte, c'est là où tu vas briquer, tu vois. Et du coup, le Paname, en même temps, il pose des caméras dans la salle. C'est ça. Il pose des caméras et un jour... Tu considères que c'est eux les premiers un peu qui ramènent ce truc de... Totalement. On fait la capsule 9/16e du mec sur scène. Ouais. Pour moi, sur Paris, en Comedy Club, c'est le Paname qui a démocratisé ce truc-là. Ok. Et donc, Karim, du coup, le patron, avec un ami à moi, Ilyes Mela, Ilyes, il me dit, viens, on se chauffe, on essaye de poster souvent des vidéos, tu vois. Et donc, Ilyes, il poste un sketch. Et moi, je poste un sketch et après, je dois partir en vacances. Donc, je me dis, il faut que je fasse une vidéo et après, je pars en vacances. Comme ça, j'ai fait mon travail, tu vois. C'est ma première vidéo, c'est une impro. Tu me dis pas bonjour. Et en fait, ce qu'on appelle du coup dans votre jargon un crowd work. Une impro, c'est ça. Une impro, mais c'est une impro. Genre travailler avec le pour traduire avec le public. Et en fait, ça c'est des trucs que j'ai appris là en bossant un peu dans l'interview. Hein. Tu bosses bien. Et oui. Et en fait, la vanne qu'elle me dit, je sais plus qu'elle me dit, mais moi je lui réponds. Et la façon dont je lui réponds, c'est méchant mais gentil. Ok. Ça veut dire que je suis grave doux. Et les commentaires, c'est putain, il a vanne, mais il l'a dit avec un truc trop mignon. Et en fait, les commentaires,
ils m'ont permis de me rendre compte du power que je pouvais avoir. Les gens passaient déjà un bon moment Ouais. sans avoir vu le reste de ce que tu peux proposer. Ouais, c'était bien juste une interaction. T'es tu une vois. impro. T'es une impro. En fait, les commentaires, c'était putain, il vanne de ouf, mais il est trop mignon, nanana, truc. Et en fait, après, je me dis, frérot, je crois. Et c'est Louis Chappelle le premier qui me dit ça. Et moi, je me disais, putain, souvent on me dit je suis mignon, je comprends pas ce que ça veut dire. Et un jour, Louis Chappelle, il me dit, frérot, t'as un pouvoir. T'as une mignonnerie qui peut te faire dire plein de choses. Ouais. Et en fait, les gens, ils s'attachent à ça. Quand t'actives ce bouton, tes rires, j'arrivais à avoir des rires sur rien. Je pouvais dire salut. Les gens, ils étaient déjà hypés. De ouf. Et en fait, après cette discussion, j'ai pas pris un personnage, mais non, t'es venu accentuer des trucs que tu fais déjà dans la vraie vie. J'ai accepté ma mignonnerie et je l'ai rendu drôle. Ouais, tu l'as sublimé même. Tu vois? Et donc, j'ai commencé, mon premier sketch que j'ai fait qui a bien marché, c'est quand je dis je boudais. L'autre jour, j'étais avec un pote à moi, on s'est pris la tête de fou et j'ai boudé. Mais un boudage sérieux, hein. Il me dit à quoi? Je dis non, y'a rien, t'inquiète. Si tu vois pas de problème, c'est qu'il y a pas de problème, pourquoi tu me poses la question? Et en fait, quand je vois la vidéo, elle fait genre 400 000 vues. Sur TikTok, elle fait genre 1,2 million. Et là, c'est là où je commence à la lancer sur TikTok. Elle fait 1,2 million sur TikTok. Je suis en mode, wow, c'est une dinguerie. En une journée, 1,2 million et tout. On m'a parlé de l'algorithme, mais là, c'est une dinguerie. Qui c'est qui est derrière les boutons? C'est trop. Et là, j'en vois et je me dis, je crois que ça y est, le pouvoir, il est là-dedans. Okay. Et là, je me force toutes les semaines, j'envoie une vidéo. Et chaque fois, soit de l'actu, parce que ça, c'était bien, parce que l'actu, je pouvais rebondir dessus et le jeter. Ouais. Ou soit j'écrivais vraiment un sketch que je bossais. Tous les lundis, j'avais une vidéo qui devait sortir. J'aime bien là ce dont on est en train de parler parce que pour moi, c'est un peu la vie, l'étape un peu importante du humoriste ou du stand-upper, peu importe, qui est sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que je veux te faire voir une autre capsule. So before that, it was I never share anything. I'm hoarding all the material. And for my special, then I'll release it. Now we look at our material as our greatest marketing tool. A great joke for me is something that can get people at comedy clubs or theaters or arenas, right? So I'm going to utilize the best marketing tool that I have, which is my humor. Fuck being an actor so I can be a comedian. Right. I'm going to be a comedian so I can be a comedian. Incroyable. Et ça, c'est le discours qu'on a entre humoristes que les gens comprennent pas. Il y a trop d'humoristes qui aujourd'hui sont dans cette DA de dire faut que je garde mes meilleures blagues, faut pas que je donne tout, faut que les gens voient que mon spectacle. Et en fait, la DA à avoir, c'est tu peux poster des très bonnes vidéos qui sont pas dans ton spectacle. Qui t'interdit d'écrire des sketchs que pour Internet. Ouais. Et mais parce que pour moi, il y a un mélange. Il y avait un mood. Comme Andrew, tu vois, qui est pas ma top ref. Moi, j'aime beaucoup Andrew, hein, je le trouve drôle. Que tu regardes du stand-up américain. Mais moi, je suis plus Kevin Hart que Andrew. Ouais. Andrew, c'est vraiment le top humoriste de Sean. Ouais. Sean, il aime trop. Regarde ça, ok. Alors, donc, c'est plus Sean qui est dans mon oreillette sur cette capsule. Il faut lui donner ça, ça sème. Et il aime beaucoup déjà parce qu'il le fait rire. Et aussi sur le modèle tu vois, en vrai, c'est un peu notre taf aussi chez Camino ici, le truc des capsules, de qu'est-ce que tu mets en avant, qu'est-ce que tu sélectionnes, quel poulet tu donnes, mais en même temps, il y a du poulet là-bas dans la version longue, etc. Et donc, du coup, ce truc du matériel, et en vrai, Assoumani. Yazid. Il s'appelle. Mon gars, Yazid, c'est un gars de chez toi. Ben, de ouf. Un coms. Il me parlait du matos. Le matos. Et moi, j'étais en mode, mais c'est quoi? Le matériel. C'est ça. Les jokes. Et c'est là, en fait, c'est en bossant et en regardant les interviews de tout le monde, etc., de plein d'humoristes français, anglais, américains et tout, que je comprends que vous posez ces questions-là. Il se trouve que, tu vois, la sœur avec qui tu m'as vu, c'était pour son anniversaire. Elle me connaissait? Elle te connaît, évidemment. Elle like tous tes trucs, elle nous parle de toi tout le temps. Donc, on s'est dit, vas-y, on va lui cliquer des places pour son anniversaire. Incroyable. Et en fait, c'est ce que tu donnes, soit avec tes interactions avec le public, soit même les axes, les vannes, qui lui donnent envie d'aller te voir. Et donc, c'est clairement ce que lui, il explique dans la vidéo. Est-ce qu'à un moment donné, toi, t'as eu cette réflexion de vas-y, dis ça. En fait, chacun a sa stratégie. Moi, j'ai beaucoup parlé avec des frérots du game qui sont des mecs plus expérimentés et qui ont plus d'années de travail que moi. Tu vois, un mec comme Farid que j'ai toujours admiré et que je respecte énormément pour son travail. C'est comme un frère aujourd'hui pour moi. Parce que voilà, il m'a aidé en Guadeloupe, c'était le premier à m'avoir un peu donné. Parce que le confinement, Jason et Farid sont venus jouer en Guadeloupe et moi, je m'étais greffé à eux pour jouer aussi un peu. Et donc, on s'était liés d'amitié et tout. Et de là, moi, j'ai commencé à me dire, il faut que je taffe à fond pour être au niveau de ces mecs-là un jour dans ma vie, tu vois. Et en fait, Farid, il a ce truc à l'époque où, tu sais, tu postais pas beaucoup de sketchs, mais quand on postait un, c'était un hit et ça te remplissait toute ton année, tu vois. Et c'était des débats qu'on avait eu souvent en se disant, est-ce que il faut faire ça encore aujourd'hui ou est-ce qu'on peut justement faire l'inverse et poster plein de trucs? Et en fait, il y a plein d'écoles. Et
Il faut pas essayer de faire ce que lui a fait. Il faut juste essayer de faire ce que toi tu ressens. Tout ce que tu ressens. Et ça, c'est un truc que j'ai compris et que j'ai accepté. Il y avait beaucoup de gens au début qui comprenaient pas pourquoi je postais autant, pourquoi truc. Et en fait, moi, je me disais, là, je poste juste. Si un jour, les gens ils sont interpellés par ce que je fais, ça va se revoir dans les réservations de spectacles, Oui, dans la rue si ça me reconnaît. Et aujourd'hui, c'est le cas. c'est ce qui se passe. Parce que j'ai réussi à créer un mood et je vais pas m'arrêter. Parce que je sais que c'est comme ça que j'ai construit mon identité. Et j'ai l'impression que c'est vraiment, t'as réussi à créer un mood et pas forcément une garantie. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que ce qui aurait pu être un risque dans le fait de poster pas mal de matos, de ce qui est dans Violet, et bah, ton spectacle, est-ce que toi t'as eu peur qu'à un moment donné t'arrives et qu'on te demande de faire la Les vanne? sketchs de... Ouais. Ouais, Bah, refais la vanne qu'il y a sur Instagram là, s'il te plaît. non, parce que ce qui est fou par rapport à la musique, c'est que nous, quand on connaît la blague une fois, on veut pas la réécouter 5 fois. Alors qu'un musicien, son hit, tu fais en mode organisé, tu le fais pas à un concert, on a le seum. C'est ouf. Tu vois? Parce qu'on se dit, wesh, il a pas fait ce Il a son. pas fait son hit. Moi, demain, mon sketch du jet ski et tout, si je le fais pas dans le spectacle, les gens, ils peuvent être en mode, ah, il a pas fait. Mais si je le fais pas et que je fais un autre truc marrant, ils vont pas voir la différence. Tu vois? Ils vont juste se dire, ah, c'était lourd. Le spectacle était bien. De ouf. Tu vois? Parce que c'est un mood. C'est ça. C'est 1 heure avec moi. C'est pas genre des sons parsemés. C'est genre un gars qui vient te parler 1 heure et qui te fait gaulerie, avec qui tu passes. Parce qu'en plus, moi, je suis très proche du public. Ça veut dire que chaque soirée, c'est jamais la même soirée. Même si mon spectacle, il bouge pas trop. Dans la salle, un jour, tu vas voir une meuf en retard. Un jour, tu vas voir un mec qui vient à Marseille. Enfin, tu vois, tout Et est même, possible. je dirais même et là, les gens, ils savent que je mens pas parce que je suis allé le voir. Il y a des trucs où même ton delivery n'est pas le même. Oui, oui. C'est-à-dire que même si je l'ai déjà vu, C'est rendu différemment. Et je sais que quand je suis là, déjà, juste quand les gens viennent me voir, je leur rends à la fin. Je vais leur parler. Oui, ça, Parce j'ai vu que aussi. ça, c'est un Tout truc- est vrai. Je pars du principe, t'es venu, t'as payé pour moi. Ouais, Te donner 10 minutes pour juste te remercier, c'est rien. c'est rien. Si demain, je peux plus le faire parce que je fais des zéniths, évidemment que c'est compliqué quand tu es dans une grande salle. C'est plus difficile d'aller voir les 9000 personnes qui sont venues te voir. Mais à partir du moment où c'est possible, Ouais. il y a juste un escalier qui vous sépare. Frérot, fais l'effort. Tu sais, des fois, il y a le côté, tu veux être une resta. Mais moi, des fois, je me dis, flemme, faut que je reste charismatique. Mais en fait, la réalité, c'est que si demain, ces gens-là, ils sont pas là, t'as rien. Tu vois? Non, t'en as conscience C'est- et ça n'enlève rien au. En fait, le Je trouve truc. que ça se clarifie encore plus. Oui. Quelqu'un qui vient, à la fin, qui te serre la main. Je trouve qu'on est plus que- à l'époque des Mylène Farmer et tout, Non, tu vois, où ça genre y est. t'es mystérieux et tout. Ça marche moins parce que. Les gens, ils veulent ce truc. Même, tu vois, avec les réseaux, quand il y a un mec qui se confie, il raconte, je sais pas, j'ai perdu ma femme, les gens, ils sont investis comme s'ils Ouais. étaient. Parce que il y a ce truc de, on est des commères. Et puis on a envie de s'identifier. Ouais. Et le envie truc, de- et ça, je trouve que ça vient après le Covid, Ouais. où je trouve que le post-Covid vient aussi amener ce truc de on a envie de choses qui ressemblent à la vraie vie. De ouf. Tu vois, que ce soit dans le rap, maintenant, on a une flopée de projets qu'on kiffe qui sort, qui sont très dans la vraie vie musique. C'est-à-dire, ce que j'appelle la vraie vie musique, c'est parler du fait que tu as un side job à côté, que tu veux percer, de ta relation amoureuse, du fait que tu as été problématique dans tes relations amoureuses, du fait que tu es un homme et que tu acceptes ta fragilité. On a ça Mhm. aussi dans le rap, tu vois. C'est pour ça que, évidemment, moi, quand je te vois, je suis en mode, putain, mais c'est bon, là, il se passe un truc où les hommes, et moi, je dis les hommes, Ouais. je parle toujours des hommes de chez moi, évidemment. Les gens me connaissent, ils savent. Mhm. C'est encore plus important chez les hommes noirs pour moi, en tout cas les hommes racisés, parce que vous êtes programmés, vous avez un logiciel normalement qui doit vous amener à la virilité, à la domination, à être en concurrence, à regarder l'autre en disant je suis plus fort que lui, Ouais. à avoir toutes les meufs et à les compter, à se dire ouais moi je l'ai eu, elle je l'ai. C'est Ouais, le ouais. logiciel dans lequel on vous programme tant La dans matrice. la matrice, tu vois, de la société et un peu des fois dans les racines familiales, tu vois. Je pense que c'est une bonne discussion qu'on a, même si tout est un peu décousu, pardon. Je suis très content que tu sois chez France Inter C'est cool, ouais. parce Ça. que France Inter, pour moi, il y a un truc. Moi, j'adore la radio, faut savoir. Bien sûr. J'aime trop la radio. Et Radio France, je trouve, c'est la NBA, tu vois. Bien sûr. Quand tu C'est veux faire le de la Hall radio. of Fame. C'est le Hall of Fame. Ça veut dire France Inter, là, le fond rouge, tout ça, pour moi, c'est. Mm. Là, c'est comme si tu jouais en NBA Ouais, pour de moi, ouf, tu de vois. ouf. C'est Et fort. j'aime bien le fait que t'es toujours le même gars. C'est ça. Moi, c'était ma peur de perdre ma DA. Et je me suis dit, si je vais là-bas, c'est je propose mon truc. Ouais. Et du coup, je me suis imposé déjà de les apprendre et pas de les lire parce que je voulais que ça reste sincère. Et en les lisant, ça m'aurait cassé un truc de naturel. Là, le fait de les jouer comme si c'était une discussion,
ça rend le truc déjà authentique. Ouais. Et ça me démarquait de ce qu'on voyait, parce qu'il y a beaucoup de mecs qui... Feuille blanche. Feuille blanche. Donc, je voulais arriver avec ce truc-là différent. Je trouve ça chaud de fou. Gros. Et c'est un exercice vraiment dur, hein, parce que t'as pas de public. Donc, tes blagues, c'est Nagui et 3 invités. Nagui, quand même. Nagui qui rigole vraiment bien, mais tu vois, c'est qu'une personne, quoi. Et les gens, Ouais, généralement, mais franchement, t'es smart. j'essaye. Franchement, en fait, moi, je me suis dit jusqu'alors que t'étais trop drôle et que t'étais un mec qui avait la dalle. Ouais. Et quand je te vois à France Inter, mais c'est aussi parce que j'aime beaucoup la radio, que je trouve que, vas-y, c'est un exercice trop kiffant de parler en direct, de faire rire genre 3-4 personnes qui sont là. Et là, ce que tu fais, et je tiens à le préciser parce que ça intéressera peut-être une poignée de personnes, mais l'exercice, et peut-être que les nerds de l'humour, etc. Ouais. Mais je veux mettre du respect sur ça parce que quand t'arrives et que c'est une équipe déjà, en plus c'est la bande originale, Ouais, bien sûr, t'es intimidé. ça fait longtemps. Ça fait peur. T'as fait ton premier passage, t'as des vannes sur chacun un peu, enfin en tout cas Ouais. tu viens les chercher chacun, etc. Ouais, C'est là que je me dis ok, il est smart, tu vois, parce qu'il a compris le délire de la radio. bien sûr. Tu vois le délire un C'est peu une autre de ambiance. j'arrive, je suis le nouveau de la bande, etc. Voilà. Et t'as le bon rythme et il y a un rythme à la radio. Tu vois, il y a une respiration à avoir. De ouf. Et c'est exactement la même que t'as quand t'es sur scène dans le Paname de ou au Métropole, tu vois. Sauf que tu l'as adapté et j'ai trouvé ça trop chaud. Merci Je voulais te beaucoup. le dire. Gros, intense, hein. C'était cool. J'ai lâché des larmes, hein. Commencez pas à me vanner sur Twitter ou je sais pas Personne où. Là. va te vanner ici. Personne va te vanner. Non, mais pour moi, c'était un moment, j'ai jamais vraiment eu de discussion par rapport à ça. Ouais. Et en fait, à partir du moment où ça marche, c'est comme si c'était de la pression qui redescendait. Ouais, c'est ce que j'ai Tu ressenti. te dis, en fait, tu sais, j'ai jamais pris le temps depuis 2-3 ans de me poser De regarder dans le rétro. et de me dire, gros, t'étais où il y a 4 ans? Ouais. Parce que les gens, ils découvrent sur les réseaux là, mais ils savent pas tout ce qu'il y a eu avant. Ils voient juste un mec marrant, mais ils savent pas que ce mec marrant, il est passé par des étapes où il a subi, des étapes où il a souffert, des étapes où on lui a pas donné sa chance, des étapes où il a dû s'affronter lui-même. Et ça, quand tu te poses un jour et tu te dis ça te fait du bien. Et je pense que cette interview m'a vraiment fait du bien. Et merci de m'avoir fait confiance. Merci à toi de m'avoir invité. Vraiment. C'était cool. Merci Camino TV pour cette douche incroyable qui j'espère le teint qui a sublimé nos teints. Merci pour vos retours. Mes meilleurs vœux pour cette année 2024. Si vous ouvrez cette vidéo et que c'est la nouvelle année et qu'on est en 2024 et que vous avez des projets, on vous envoie toute cette force. Lâchez pas. Lâchez pas. Vous avez vu, vous avez entendu, les gens. Hein, vous avez entendu ce gars-là, comment il a cravaché. Donc lâchez pas vos projets en 2024. Écoutez pas et mettez du violet surtout. C'est important. Mettez du violet. 2024, et merci pour le love qu'il y a eu en 2023. Merci pour le love que vous donnez depuis quasiment 8 ans maintenant. Merci Cosmo pour les plans Kitoko. Bisous les amis.